Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre sur notre antenne l'audition de Gérard Ramex, le médiateur du crédit qui a été choisi pour succéder à Jean-Pierre Jouyet à la tête de l'autorité des marchés financiers. Pour cela, il fallait que Gérard Ramex obtienne le feu vert du Parlement. Il a donc été entendu le 25 juillet par les sénateurs et c'est son audition que je vous propose de suivre tout de suite. Mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons entamer avec un peu de retard, dont nous vous prions, le rapporteur général et moi-même, de bien vouloir nous excuser, ainsi que notre hôte, Gérard Ramex. Nous allons pouvoir entamer cette audition. Nous connaissons bien le cadre juridique, puisque nous avons auditionné dans ce même cadre juridique, il y a quelques jours, Jean-Pierre Jouyet, qui, depuis lors, a été confirmé en qualité de directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, dans ce cadre juridique, c'est à présent Gérard Ramex qui est devant nous, et qui est devant nous parce que Jean-Pierre Jouyet est directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est que la suite logique des choses, car Jean-Pierre Jouyet était président de l'AMF et il s'agit de pourvoir à cette présidence. Et le président de la République a proposé la candidature de Gérard Ramex. L'Assemblée nationale vous a auditionné, et ceci dans le cadre du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le président de la République ne peut procéder à une nomination que lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Alors c'est beaucoup moins compliqué que le trading à haute fréquence ou que les opérations sur les marchés de dérivés. Donc Gérard Ramex manipule toutes ces techniques extrêmement complexes avec dextérité depuis longtemps, mais il est lui-même soumis à cette conjonction de chiffres qui devra s'opérer au sein de nos deux commissions des finances. Il va falloir consolider nos votes avec ceux des membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que d'après l'article 3 de la loi organique prise en application de cette disposition constitutionnelle, il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination, selon la procédure du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. En conséquence, seuls les présents voteront, et nous voterons en remontant dans notre salle habituelle des séances, puisque cette audition est publique, et toute audition de cette nature est publique, conformément à la loi organique précitée. Par contre, le vote, lui, sera plus discret, comme il se doit, et aura lieu dans notre salle des séances. Et la présente audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Alors, Monsieur Gérard Ramex, en accord avec le rapporteur général, je vous proposerai bien volontiers de bien vouloir, de façon synthétique, en 10 minutes, c'est la règle du grand oral dans les bonnes maisons, ça continue comme ça. Il n'y a pas de lumière qui va s'allumer à la fin de la 10e minute, mais c'est quand même bien dans le même esprit. Je dis ça puisque vous en êtes passé par là, nous sommes quelques-uns à en être passés par là. Donc, en 10 minutes, pouvez-vous nous livrer votre vision de l'autorité des marchés financiers, de ses responsabilités, de son avenir en Europe? Et ensuite, nous vous questionnerons. Vous connaissez bien l'AMF, puisque vous allez nous le rappeler. Vous avez été, sauf erreur de ma part, secrétaire général de la COB, il y a déjà quelques années. Puis l'AMF, qui a été créée en quelle année, l'AMF? J'ai rapporté tout ça, mais j'ai une capacité d'oubli qui est considérable. 2002. Donc, vous avez été directeur général de l'AMF, des services de l'AMF? En fait, j'étais directeur général de la COB et secrétaire général de l'AMF. Je me trompe toujours. Vous avez été directeur général de la COB et secrétaire général de l'AMF.
ceci donc pendant un certain temps. Vous avez vécu notamment la création du Collège des sanctions. Et vous avez donc une très grande expérience de la législation boursière, de la mise en œuvre de la législation boursière. Vous avez, par définition, très souvent rapporté devant le collège de l'AMF et vous allez pouvoir sans doute nous résumer cette expérience qui vous vaut certainement la proposition formulée par Monsieur le Président de la République. Donc, Monsieur Gérard Ramex, vous avez la parole. Ensuite, le rapporteur général et moi-même, peut-être, vous demanderons quelques opinions sur des sujets de fond et l'ensemble des membres qui voudront vous questionner pourront le faire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Moi, je suis très heureux d'être devant vous en tant que candidat pressenti pour la présidence de l'autorité des marchés financiers. Alors, je commencerai peut-être par dire pourquoi lorsque l'idée m'a été présentée, j'ai répondu immédiatement présent. Ça transparaît un petit peu d'ailleurs dans votre exposé, Monsieur le Président. D'abord parce que je m'intéresse depuis très très longtemps à la régulation financière. J'ai joué un rôle personnel non négligeable dans la conception de l'organisation actuelle de l'AMF, notamment sur la dualité commission des sanctions au collège. J'ai constitué moi-même beaucoup des équipes qui sont encore à l'AMF et donc j'ai toujours suivi ces sujets. La deuxième raison, c'est que peu de temps après 12 ans dans la régulation financière, quitté ce domaine, j'ai repris du service dans un domaine connexe puisque je suis actuellement médiateur national du crédit aux entreprises et en même temps président de l'Observatoire du financement des entreprises. Et en un mot, la grande conclusion que je tire de ces travaux, c'est que du fait de Bâle III, sur lequel nous reviendrons peut-être, la tendance dans les prochaines années, ça ne se sent pas encore beaucoup, mais dans les prochaines années, va être à une réduction relative du financement bancaire et à une montée des financements alternatifs. Parmi ces financements alternatifs, il est crucial pour l'avenir de l'économie française que les financements de marché se développent. Or, l'ambiance sur ce terrain-là me paraît exécrable pour tout dire. Vraiment, la mission majeure de l'AMF, c'est de protéger les intérêts des épargnants, et sans que ce soit, je pense, la faute de l'AMF, mais la conjoncture sur les marchés, entre l'explosion de la bulle, l'éclatement de la crise des subprimes, l'effondrement des cours, par exemple l'été dernier, sur des attaques sur les titres bancaires, on peut dire que l'épargnant français, et d'ailleurs européen en général, a été extrêmement chahuté. Et il n'a pas dû sans doute avoir, et je le regrette en tant qu'ancien régulateur et peut-être futur, le sentiment d'avoir été assez protégé. Donc il m'a semblé qu'ayant quand même capitalisé une expérience importante, à partir du moment où ça m'était proposé, je ne pouvais qu'accepter ce nouveau challenge de présider le collège. J'ai toujours cru à l'importance de la collégialité pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à partir du moment où le Parlement confie à une autorité administrative indépendante, au lieu de le confier au gouvernement, une série de responsabilités, eh bien, la responsabilité politique est transférée au collège, qui rassemble et c'est son intérêt, et c'est, je pense, ce qui motive la décision du Parlement de constituer une AI, qui rassemble des points de vue différents pour essayer de définir et d'appliquer les meilleures règles possibles. Donc le fait d'avoir un collège est quelque chose de majeur. Et quand j'étais secrétaire général, j'ai toujours conçu ma fonction comme étant véritablement au service du collège. Et j'essayais en quelque sorte à chaque fois de donner le pour et le contre sur toutes les décisions pour que le collège puisse décider. Donc je n'ai pas de problème psychologique majeur à passer de la position de secrétaire général à celle de président, même s'il faudra que je me limite peut-être dans une certaine volonté d'être trop proche de l'exécutif, puisque j'aurai la responsabilité du collège. Et en général, le secrétaire général, il travaille plus que le président. Oui, alors ça me permettra de travailler peut-être un peu moins. J'ai beaucoup travaillé en tant que secrétaire général en
c'est de notoriété publique, en très très grande harmonie, presque complicité avec le président de l'époque, qui était le prédécesseur de Jean-Pierre Jouyet, qui était Michel Prada, qui a accompli une œuvre internationale en particulier extrêmement importante. Et je pense que je devrais approfondir mon expérience sur ce terrain. Notamment, je regrette beaucoup que les positions françaises au sein de l'ESMA aient assez curieusement plutôt reculé. Et je crois que Jean-Pierre Jouyet le regrette aussi. Nous payons peut-être, nous, en France, le fait d'avoir eu le bénéfice de la localisation géographique, puisque vous savez que l'ESMA est à Paris. Mais au début, le secrétaire général de César était français. Le président du collège de la COP puis de l'AMF jouait un rôle très important. C'est plus le cas aujourd'hui et ça me paraît fâcheux et donc j'attacherai personnellement une grande importance à l'ESMA. Alors sinon, vous m'avez demandé de dire quel était l'avenir de l'AMF. Bon, moi, mon premier réflexe, c'est dans un environnement extrêmement mouvant, avec des évolutions très très rapides, de ne pas oublier les fondamentaux. Il y a 4 piliers à l'action de l'AMF et je vais les décliner très très vite pour rester dans les limites. La première chose, c'est d'être capable d'enquêter et de punir lorsqu'il y a des dérapages par rapport à l'application des textes. Je suis abasourdi, par exemple, par ce que j'ai appris dans la presse sur le Libor. Alors, ce n'est pas immédiatement et directement dans le champ de l'AMF, mais elle peut quand même contribuer sans doute aux investigations. Ce qui s'est passé est proprement scandaleux. Et lorsqu'il y a des choses comme ça, il faut être très présent. La deuxième chose, c'est l'information financière. Vous savez qu'en théorie financière, le prix de marché est le juste prix en permanence parce qu'il intègre la totalité des informations qui sont délivrées. On peut avoir quelques doutes sur la perfection de cette théorie, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si l'information est cachée, eh bien, le prix ne peut pas être bon. Et donc, c'est un combat de tous les instants de la part du régulateur d'obtenir des émetteurs de titres qui sont cotés sur les marchés réglementés ou sur des plateformes voisines d'ailleurs, qui sollicitent l'épargne publique, de donner les informations qui sont nécessaires. Et je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours facile, d'autant que les informations sont de plus en plus complexes, à vrai dire, à donner. La troisième chose qu'on oublie parfois un petit peu, c'est la gestion d'actifs. L'AMF est le grand régulateur de tous les professionnels qui commercialisent ou qui gèrent des produits financiers qui sont proposés au public. C'est une activité très très importante quantitativement. La gestion française est une des plus grosses gestions du monde et nos grandes entreprises de gestion ont des filiales dans le monde entier. Elles proposent des produits qui peuvent parfois être complexes. Il est très très important que la déontologie et puis la technique de description des produits, tout ça soit à la hauteur. C'est le troisième domaine. Le quatrième domaine englobe un petit peu tous les autres. C'est véritablement l'international. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Le temps où la COB faisait la pluie et le beau temps sur un marché français qui était largement autonome est complètement terminé. Maintenant, dès que vous investiguez sur une situation de marché, vous vous apercevez que de nombreux ordres, parfois la majorité, sont venus d'autres places financières que celles de Paris. Et il convient de savoir quelles sont les règles que ces places appliquent si on veut prononcer des sanctions ou alors on est dans des interprétations sur la territorialité des choses. Donc, je reviens un instant, le fait d'avoir une régulation européenne la plus unie possible est une nécessité absolue. On en est encore assez loin. Et deuxièmement, les conceptions européennes doivent être portées à ce qu'on appelle l'IOSCO en anglais et l'OICV en français, qui est l'international des régulateurs de marché, avec la SEC, la FSA britannique, etc. Et je pense que c'est une des tâches de l'AMF. Traditionnellement, elle l'a toujours fait beaucoup, avec une optique assez consumériste, assez protectrice de l'épargnant, mais qui doit quand même tenir compte, encore une fois, de l'extraordinaire évolution des techniques. Donc, pour terminer cet exposé, je pense que je suis techniquement assez près, que j'ai pris un peu de recul sans m'éloigner du monde de la finance, que je connais les limites et les difficultés du rôle du régulateur, pour les avoir éprouvées dans de nombreuses situations, et que je suis donc plutôt bien placé, je pense, sans forfanterie, pour assumer ce rôle si
les parlementaires veulent bien approuver les intentions du gouvernement et du président de la République. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Ramex. Alors, Monsieur le rapporteur général, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président, et je remercie Monsieur Ramex des indications qu'il nous a déjà apportées en introduction. Je voulais compléter l'information de nos collègues au travers des questions auxquelles il voudra bien répondre. La première porte sur son parcours, vous nous l'avez un peu explicité. Nous avons, nous, le sentiment que la fonction de secrétaire général que vous avez occupée avec efficacité et la fonction de président du collège sont des fonctions sensiblement différentes. Peut-on considérer que l'expérience acquise est un atout? Est-ce que les qualités requises sont les mêmes? Vous nous avez parlé des capacités de travail qui ne sont pas apparemment tout à fait les mêmes au niveau des fonctions, mais je pense que c'est surtout au niveau de la différenciation entre les rôles exercés, parce que il y a une séparation fonctionnelle entre le secrétaire général qui décide de l'ouverture des enquêtes et le collège qui est l'autorité de poursuite. Et le fait que vous ayez quitté l'AMF voilà seulement 3 ans, serait-il par exemple de nature à remettre en cause certaines procédures en cours? C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, peut-être pourriez-vous nous donner votre sentiment sur les moyens actuels de l'AMF. Est-ce que vous pensez être en mesure de répondre à toutes les exigences que vous mentionniez tout à l'heure dans votre développement avec les moyens existants? Qu'est-ce que vous pensez des moyens à votre disposition? Quel est votre sentiment sur la place de Paris qui, votre prédécesseur nous l'avait explicité il y a quelques semaines quand il nous avait rendu compte des activités de l'AMF, la place de Paris qui a essayé, par exemple, sur les obligations, d'avoir une stratégie offensive, une stratégie de développement, avec aujourd'hui Francfort et Londres qui ont tout de même des stratégies relativement avancées et puissantes. Est-ce qu'on peut envisager d'aller plus loin pour renforcer notre place? Et bien sûr, cette centralisation à Londres vaut surtout pour toutes les compensations de dérivés. Alors, est-ce que sur ce terrain, vous avez quelques explications utiles à nous fournir? Puis sur la TTF, bien sûr, c'est aussi un sujet qui peut interroger. Pensez-vous que cette TTF puisse être réalisée au niveau européen sans le Royaume-Uni? C'est tout de même un des paramètres importants lorsque on s'intéresse à la régulation financière à l'échelle européenne. Et la place de Londres a tendance toujours à vouloir s'extraire du dispositif commun. Sur la TTF, on aimerait avoir votre sentiment. Alors j'en viens à quelques questions sur l'encadrement des marchés, parce que c'est bien là le sujet majeur en définitive. On a mis en place la directive marché d'instruments financiers votée en 2004, mise en place en 2007. Et elle a contribué à une fragmentation des marchés d'actions sans que les vertus supposées de la concurrence soient vraiment au rendez-vous. Donc il y a en ce moment, au regard de ce constat, un projet de révision de la MIF avec donc MIF 2 en cours de discussion au niveau européen. Donc notre question c'est comment vous pouvez peser dans cette discussion? Quels sont les points qui vous paraissent devoir être changés, puisque la régulation est jugée insatisfaisante telle qu'elle se produit actuellement? Qu'est-ce que vous pensez en particulier des projets controversés de création d'une nouvelle plateforme OTF? Et puis, on a bien sûr des interrogations sur le marché des quotas de CO2 et également sur le marché des matières premières, sans oublier le trading à haute fréquence. Bref, on sent bien qu'il y a, au-delà des orientations dans lesquelles s'est inscrite la directive MIF, aujourd'hui, une effervescence qui est constatée à l'échelle européenne dans
toutes les initiatives pour aller plus loin parce que la régulation empêche la sphère financière de tourner comme elle avait pu le faire dans le passé. Et le trading à haute fréquence, par exemple, nous démontre à quel point aujourd'hui on essaie de contourner et de passer au travers des mailles de ce système de régulation. Donc comment cette discussion MIF 2 peut conduire à des évolutions favorables et comment pensez-vous pouvoir peser dans cette discussion à l'échelle européenne? Enfin, je crois qu'il y a une question qui nous tient à cœur. On s'est interrogé en recevant un certain nombre d'interlocuteurs ces derniers temps sur le financement long de l'activité économique dans notre pays. C'est un souci que nous avons tous. Nous voyons bien qu'il y a une tendance de l'épargne à aller vers le très court terme, vers le liquide. Et par rapport à ça, évidemment, nous pouvons nous interroger sur les instruments autres que fiscaux, parce que la fiscalité peut être un atout. Mais y a-t-il d'autres instruments? Le président complète ma question d'une façon un peu orientée, je trouve. Mais bon. Forcément. Y a-t-il à vos yeux d'autres instruments qui permettraient de cette réorientation de l'épargne? C'est une bonne question dans le moment, de toute façon, Monsieur le Président. Et puis, enfin, dernière chose, l'éventualité de création d'une bourse spécialement dédiée aux PME et aux ETI est-elle une idée qui vous tient à cœur? Vous avez écrit un rapport remarqué avec Thierry Giamy sur le financement des PME, donc je pense que c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui. Et c'est aussi une préoccupation aujourd'hui que nous avons dans cette nouvelle mandature, réorienter les moyens d'intervention vers les PME par les différents outils à notre disposition, la création de nouveaux outils. Donc la bourse PME, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Voilà, Monsieur le Président, quelques questions pour éclairer un peu mieux la candidature de Monsieur Ramex, s'il veut bien nous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Donc, Monsieur Ramex, comme vous le voyez, vous êtes incité à faire un panorama, à nous permettre de préciser le panorama sur toute une série de questions cruciales. Permettez-moi un ajout ponctuel, dans le sens d'ailleurs des questions du rapporteur général. Le marché des quotas de CO2. La Commission des finances du Sénat s'est efforcée d'approfondir cette problématique et notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, avec l'aide de Michel Prada qui a délivré un rapport important sur ce sujet. Et pour nous, il s'agit bien d'un marché d'instruments financiers, ce qui doit permettre d'assurer la sécurité nécessaire des transactions, la transparence des transactions, et nous savons que des aléas sont survenus, que des fautes ont été commises dans certains pays sur ces marchés qui sont interconnectés sur le plan européen. Il serait utile que vous puissiez nous faire part de votre réflexion à cet égard et sur le rôle que Paris peut jouer, parce que c'est naturellement derrière toutes nos questions techniques le souci que nous avons. Est-ce que Paris va être autre chose dans les années à venir qu'un relais institutionnel d'une autorité intégrée? Est-ce que les colonnes que vous avez évoquées seront des colonnes solides ou simplement des colonnes en carton, des colonnes en faux marbre, sans chapiteaux bien solides, bien caractéristiques. C'est en particulier, je terminerai par là, le doute, la préoccupation que nous pouvons avoir sur les marchés de matières premières. L'avenir de la régulation à la française sur les transactions de contrats matières premières. En d'autres termes, l'avenir du Matif. Est-ce qu'il ne sera pas sacrifié, et la régulation française avec lui, dans le cadre de l'évolution de Nice Euronext, évolution qui fera très certainement à la place de Londres, qui conférera à la place de Londres un rôle encore plus important dans les années à venir. Et la France, grand pays agricole, dont la première banque
même si elle a des difficultés, le Crédit Agricole. Quelle est l'ambition qu'elle peut avoir pour être une place de référence en matière de négoce sur les contrats de matières premières? Voilà, Monsieur Ramec, vous avez le choix entre tous ces thèmes et voilà, vous allez pouvoir essayer de les traiter nous aider à être un peu plus intelligents sur tous ces sujets. Ça montre la diversité de la matière. Si vous voulez bien, je vais, avant de prendre les questions une par une, je vais en prendre deux qui me paraissent vraiment fondamentales. C'est l'avant-dernière question de Monsieur le rapporteur général sur le financement de l'activité, puisque la finance a pour but de financer de façon rationnelle les économies. C'est sa mission première, il ne faut pas qu'elle l'oublie. Et deuxièmement, ce qu'on peut faire à Paris. Alors, sur le financement, si vous voulez, moi j'ai deux convictions. La première, je l'ai déjà exprimée, je la réexprime. Toute chose égale par ailleurs, le modèle financier français qui repose avant tout pour les entreprises moyennes et intermédiaires sur un financement bancaire est un modèle qui est non pas mis en cause, mais menacé au moins marginalement par les accords de Bâle III. Donc il faut que nous nous préparions à avoir des solutions de financement alternatifs. Alors je ne vais pas faire un exposé là-dessus très très long parce qu'il y a heureusement beaucoup de solutions possibles. Ce qui est certain, c'est qu'il serait de l'intérêt général que beaucoup de ces solutions passent par le marché. Alors je pense à des solutions inspirées de la technique de la titrisation, même si le mot a été un peu discrédité, même largement discrédité par l'affaire des subprimes. Je pense aussi à des affaires de cession de portefeuille. Vous avez eu par exemple des accords récents entre deux grandes banques et un grand assureur, le plus grand assureur français, qui a accepté de reprendre 80% d'un portefeuille de crédit bancaire accordé par chacune de ces maisons, qui sont le Crédit Agricole et la Société Générale. Vous avez aussi des propositions d'OPCVM qui regrouperaient des investisseurs pour investir dans des obligations d'entreprises intermédiaires ou moyennes, alors que traditionnellement le marché obligataire est sur ce qu'on appelle des grands corporates. Il y a toute une série de solutions comme ça. Moi, pour dire de façon synthétique, je pense, qu'il faut les explorer systématiquement, et deuxièmement, qu'il faut au maximum passer par des mécanismes de marché qui ont le mérite de donner la liquidité et un prix le plus juste possible. La deuxième conviction que j'ai, et elle est un peu dans votre question, Monsieur le rapporteur général, c'est qu'il y a un problème de nécessité de transformation. C'est-à-dire que l'ambition, le choix naturel des épargnants français, qui sont de gros épargnants, c'est d'épargner assez court et de prendre peu de risques. Et malheureusement, ce qui s'est passé depuis 10 ou 15 ans les a plutôt renforcés dans cette conviction. Or, tous les économistes et tous les hommes et femmes d'entreprise savent qu'on a et on aura besoin de fonds qui sont plus longs et qui sont plus risqués. En même temps, les régulateurs regardent la transformation avec suspicion, puisque traditionnellement, c'était les banques qui prenaient des ressources courtes et qui investissaient plus long. Maintenant, on leur dit que c'est dangereux et on leur impose des ratios très importants. Donc, il faut absolument travailler non seulement à des solutions, des produits intermédiaires que les assureurs, par exemple, peuvent souscrire, comme dans l'exemple que je donnais, et il faut aussi regarder par tout moyen comment on peut convaincre dans des conditions transparentes et aussi protectrices que possible le public de consacrer une partie de ses actifs, qui sont encore une fois très importants, à des emplois plus longs. Alors la fiscalité est un des moyens, elle n'est pas le seul. Il y a toute une réflexion, j'avais participé à la demande du premier président de la Cour des comptes et du président de la première chambre à des travaux que la Cour a fait sur l'assurance vie, et elle vient de publier un rapport sur le financement qui est assez important. Je pense que ça sera un des sujets, et disons modestement, mais sans trop de modestie quand même, à l'AMF, je pense qu'en tant que régulateur, l'AMF peut apporter sa pierre à cette mise en adéquation des ressources et des emplois dans le domaine de l'épargne. Alors, je suis un peu moins optimiste, pour être franc, sur la place de Paris. Non pas que nous n'ayons pas d'atouts. Qu'est-ce que nous avons comme atout? Nous avons des grandes banques, nous avons des grands gestionnaires d'actifs et nous avons des grandes entreprises cotées qui ont leur siège à Paris. Ça, c'est trois atouts très très importants. En revanche, on n'a pas la tradition de la finance de marché
Et deuxièmement, on peut dire que les choix collectifs qui ont été faits, en particulier par les grands acteurs financiers que sont nos banquiers, n'ont pas été en faveur du développement du marché à Paris. C'est-à-dire que, sans entrer dans le détail, jusqu'à une époque récente, eh bien, les institutions de place, hein, les organismes de règlement livraison, de compensation ou l'entreprise de marché étaient en partie contrôlées par des acteurs français, et c'est de moins en moins le cas. C'est plus le cas avec l'entreprise de marché, puisqu'elle est contrôlée en fait par des fonds qui sont internationaux en réalité. Et vous savez tout ce qui se passe sur le règlement livraison et sur la compensation. On a beaucoup de mal à faire que l'essentiel, le cœur des opérations reste à Paris. Et notre ambition pour l'instant, c'est que ce qui est vraiment sur des produits français reste à Paris, mais on est assez mal placé dans la compétition internationale. Alors je ne prétends pas que l'AMF, honnêtement, puisse contrer ce courant. Elle peut, c'est un acteur très averti, qui a la première responsabilité, c'est de, conjointement avec l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel, de vérifier que les institutions, quels que soient ceux qui les contrôlent, apportent la sécurité nécessaire. Elle peut, au-delà, essayer de mobiliser un peu la place pour que, au sein du Conseil européen, on soit dans des grands acteurs. Mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, on n'a pas marqué de points et on a plutôt été déçus par ce qui s'est passé, en dépit du fait que nous sommes des grands utilisateurs de la place. Alors je pense que l'aspect sur les questions de gouvernance, en particulier d'entreprise, le fait que nous ayons une grosse tradition de gestion devrait nous inciter à être des modèles dans la mobilisation de l'actionnariat. Je le dis en passant. Sur question connexe, hein, sur la bourse des PME, je ne vais pas vous infliger le résumé du rapport que j'ai fait avec mon ami Thierry Giamy. J'ai trouvé que l'inquiétude des chefs d'entreprise, l'inquiétude des chefs d'entreprise était légitime. Hein, c'est-à-dire les chefs d'entreprise français s'étaient adressés à Christine Lagarde puis à François Baroin en leur disant la place s'éloigne de nous. L'entreprise de marché est préoccupée de grandes opérations de fusion internationale ou des opérations de dérivés qui sont très rentables. Et le fait d'attirer en bourse des entreprises moyennes ou intermédiaires passe au second plan et ça nous semble inquiétant. Nous avons repris cette thèse, hein, je pense qu'elle est juste, et nous avons proposé qu'on réorganise les marchés, je ne veux pas trop entrer dans la technique, mais principalement en disant qu'au sein de Nice Euronext, il devait y avoir une équipe dédiée qui s'occupe avant tout des entreprises intermédiaires et des entreprises moyennes. Je crois que c'est une bonne piste et j'ai eu la grande satisfaction de voir que tout récemment, à l'occasion des entretiens annuels de Paris Europlace, Euronext soi-même a finalement retenu cette thèse. Notre rapport avait été qualifié de dur. Il était effectivement assez sévère parce que, après un bon dialogue au début de notre mission, eh bien, ensuite, les dirigeants de Nice Euronext avaient semblé tout à fait inactifs dans le dialogue avec nous, ne voulaient pas se prononcer. Alors je pense qu'on tombait à un très mauvais moment parce qu'ils étaient en train de négocier avec malheureusement l'insuccès, la fusion avec la bourse allemande. Et donc nous, on avait entendu marquer véritablement la direction qu'il fallait prendre sans prendre trop de précautions diplomatiques. Et je crois que finalement, ça a été une bonne technique. Et j'espère qu'on va avancer là-dessus. Et ça serait un des moyens de renforcer aussi la place de Paris. Nous avons fait des déplacements avec Thierry Giamy, 2 fois en Allemagne et 1 fois à Londres, pour voir que ce sujet était pris très au sérieux dans ces pays-là et nous aurions grand tort de le négliger. Alors je vais essayer d'être un peu plus concis sur les nombreuses autres questions, malgré leur grand intérêt. Bon, sur la différenciation des rôles entre le secrétaire général et le président, je ne suis pas très inquiet puisque j'ai observé pendant des années quel était le rôle du président. Je pense qu'à part une responsabilité générale, il y a une responsabilité de communication, hein, de gardien de l'image de l'autorité. C'est très très important d'avoir une image véritablement solide, de sérieux, de professionnalisme, de volonté de protéger les épargnants tout en maintenant des acteurs au fait des techniques modernes. On ne peut pas toutes les proscrire sur notre place, hein, en faisant un petit îlot comme chez Astérix. Hein. Il faut
faut rester moderne tout en protégeant notre marché. Je pense qu'il faut animer le collège, s'assurer que les services marchent bien, et je pense que j'ai pris du champ par rapport à mes fonctions de secrétaire général, et je pense que je peux faire cette mue. Maintenant, ça sera à la pratique, si vous me faites confiance, de le montrer. Sur la question enquête, poursuite, sanction est très pertinente. J'y ai réfléchi un petit peu. La séparation enquête-poursuite est moins importante pour les juristes que la séparation entre poursuite et sanction. Néanmoins, si jamais il s'avérait qu'une enquête arrive, enfin sur mon bureau, un rapport d'enquête pour une enquête que j'ai ouverte moi-même, je demanderai à un de mes collègues du collège de présider le collège pour ne pas avoir à prendre le plus petit risque juridique en ce domaine. Vous avez remarqué peut-être qu'il y a une grosse sanction qui a été prononcée il y a quelques jours. C'était effectivement sur une enquête que j'avais ouverte, mais c'était au stade de la sanction. À mon sens, puisque je suis parti depuis 3 ans et demi, les dernières enquêtes que j'ai ouvertes sont des enquêtes ouvertes début 2009. En principe, elles sont toutes achevées. Mais sinon, je prendrai cette précaution. Sur le plan des moyens, je ne peux faire à ce stade qu'une réponse générale. Je pense qu'ils sont assez satisfaisants. Si vous voulez, les équipes préféreraient toujours avoir plus de moyens. Je pense qu'il faut surtout insister sur les recrutements de grande qualité, parce que c'est un métier très très technique. Et si on veut pouvoir, sinon tenir la dragée haute, du moins être pris vraiment au sérieux par des professionnels, il faut pouvoir recruter les commissaires aux comptes, les financiers, les juristes de bon niveau. Mais je ne pense pas qu'il faille multiplier quand même les effectifs. Peut-être le secrétariat général et moi-même demanderons certains moyens, mais je pense de façon assez limitée. Il faut voir que tout de même, lorsque je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans maintenant dans la régulation, la COB avait un peu plus de 200 personnes et le CMF une 30-35. Et aujourd'hui, il y a maintenant 450 personnes à l'AMF. Donc on a quand même une taille qui, sans être énorme par rapport aux Britanniques ou aux Américains, permet quand même de jouer. Et sur le plan juridique, il faut toujours actualiser les moyens. Jean-Pierre Jouyet a fait un gros effort en ce domaine et le Parlement l'a suivi, ce qui a été heureux sur un grand nombre de points. Donc je ne vois pas d'énormes trous dans la raquette à première vue, mais sous bénéfice d'inventaire, puisque j'étais quand même un peu plus éloigné. Sur le terrain des obligations, je suis effectivement un peu déçu. Enfin, c'est une évolution qui vient de loin. Le marché obligataire s'est éloigné des particuliers et s'est éloigné des marchés réglementés, et les transactions se font sur des marchés de gré à gré. Sans violer le secret professionnel, je peux vous dire que la COB en particulier et l'AMF dans ses débuts a mis à jour, sans que ça ait fait l'objet de grandes publicités, de véritables scandales, de véritables escroqueries commis par des opérateurs sur le marché obligataire en l'absence de prix, de connaissances fines des prix par les opérateurs eux-mêmes, même des spécialistes. Et nous nous sommes aperçus que, par exemple, un bloc d'obligations données pouvait passer d'un assureur à l'autre en une journée, avec des gens qui, au milieu, s'interposaient et mettaient de côté 500 000 € ou quelque chose comme ça pour des paquets d'obligations qui ensuite allaient rester dans les portefeuilles de l'assureur. Alors sur la durée, si vous voulez, s'il restait 3 ou 4 ans, ça ne se mesurait pas facilement, mais si vous enquêtiez, vous aviez des opérateurs qui, en s'étant entendus eux-mêmes, donc en faisant des manipulations, pas du cours puisqu'il n'y a pas de cours, mais du prix, et en agissant avec des complicités, arrivaient à truquer le marché. Donc je pense qu'à la fois pour redonner de la transparence, un accès plus grand à des épargnants, et l'action entamée qui consiste à avoir un marché officiel, si vous voulez, réglementé sur l'obligataire est quelque chose qui va dans le bon sens. Alors je regrette parce que ce qu'on me dit, c'est que la première étape a été franchie, mais que pour des raisons qu'il faudrait leur demander, les grandes banques, les grands courtiers ont encore convenance à échanger sur le marché de gré à gré, alors même que tous les outils sont présents sur le marché obligataire. Alors je ne prétends pas résoudre à moi seul le problème, mais c'est quand même une question qui est tout à fait importante. En plus de ce que j'ai déjà dit sur les PME ETI, je suis persuadé qu'il va falloir créer un marché, et ce n'est pas facile, d'obligations ou de groupes d'obligations pour des entreprises moyennes et intermédiaires qui n'auront plus accès aussi facilement qu'aujourd'hui à des financements bancaires.
Sur les dérivés, c'est un immense sujet. Le sujet essentiel, si vous voulez, c'est de les faire passer par une chambre de compensation. Alors c'est en cours. Alors j'ai pas suivi tous les détails, donc je préfère m'en tenir aux grandes lignes. Il faut absolument appuyer à fond ce phénomène de centralisation. L'explosion invraisemblable des dérivés est quelque chose qui peut très difficilement se contrôler de Paris. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est faire que ça ne soit pas une multiplicité de transactions bilatérales, mais que ce soit des transactions organisées de façon à ce qu'il y ait au moins une chambre de compensation qui ait les positions des uns et des autres et qui les compense. Ça permettrait d'éviter, sinon tous les périls, du moins une partie. Alors sur la taxe sur les transactions financières, bon, je ne vous dirai pas des choses très originales. Je pense que c'est parfaitement possible et même tout à fait souhaitable. 2, il faut le faire dans des conditions qui ne nuisent pas trop à la place de Paris et pas trop aux places européennes. C'est aussi simple que ça. On navigue entre ces deux choses. C'est faisable et souhaitable parce que d'abord, s'il y avait une taxe, peut-être qu'il y aurait un peu moins de transactions inutiles ou d'ordres retirés ou de choses comme ça. Et la finance, dans son rôle économique, serait tout à fait aussi efficace et un peu moins éparpillée dans ses moyens et dangereuse dans ses techniques. Donc c'est parfaitement possible. En même temps, comme c'est la matière la plus fluide qui existe, la matière financière, si vous avez des places sur lesquelles il n'y a pas cette taxe, il y a un gros risque que les opérations les plus contestables s'y déplacent. Donc c'est là où il faut des accords internationaux importants. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Mais nous, notre direction à suivre, elle est claire. Dans une certaine mesure, je pense que si on a déjà un accord au sein de l'Europe, même au sein de l'Europe continentale, on peut déjà commencer à faire quelque chose. Sur la MIF, j'ai jamais été honnêtement un grand laudateur de la MIF. La MIF a été faite par des gens qui étaient obsédés par l'idée de faire baisser les prix. Ça a marché dans une certaine mesure, mais je pense que ce qu'on a obtenu en baisse de prix, on l'a plus que reperdu, sincèrement, sur le manque de clarté dans la fixation des prix et sur la fragmentation des marchés. Alors, je ne suis pas au fait de tout le détail des négociations de MIF 2, mais j'ai aucun doute sur la nature des positions qu'il faut défendre. Il faut essayer de faire en sorte que le plus possible, les marchés réglementés, qui sont eux-mêmes en concurrence les uns avec les autres, ne soient pas désavantagés. Peut-être on ne peut pas les privilégier, mais au moins ne pas les désavantager, et exiger que les principales plateformes, si vous voulez, appliquent des règles minimales garantissant qu'il y a un processus de prix et de connaissance des transactions suffisant. Quant à créer de nouvelles plateformes qui seraient encore différentes de celles qui existent, je n'ai pas encore étudié le sujet de façon précise, mais a priori, j'en vois pas franchement la nécessité. On a déjà énormément de plateformes. Je ne vois pas pourquoi on en voudrait d'autres, mais honnêtement, il faudrait que je suis plutôt un technicien, moi, au départ. J'aime bien avoir le texte et j'avoue que je ne l'ai pas encore étudié. Sur le trading haute fréquence, bon, c'est un mal moderne, hein, né de la technique. Nous avions obtenu il y a quelques années une sanction d'une petite équipe qui était un peu des innovateurs dans le domaine du trading de haute fréquence, et nous avons pu les sanctionner en considérant que la rapidité avec laquelle ils envoyaient des ordres et les annulaient constituait une manipulation du cours. Alors peut-être peut-on faire ça dans certains cas sur des algorithmes de marché, peut-être faut-il tarifer les ordres qui sont retirés pour essayer d'éviter d'avoir cette rafale d'ordres qui, en fait, tend plutôt à accroître la volatilité des marchés. Alors, je ne pense pas que ça nuise autant. J'ai eu un débat hier avec M. Emmanueli sur ce point. Lui, il avait l'air de penser que c'était directement contraire aux intérêts de l'épargnant qui veut investir en bourse. Moi, je lui ai dit que ce que je conseillais à un épargnant qui voulait investir en bourse en actions, c'était de garder son titre longtemps, c'est-à-dire de faire une analyse fondamentale du titre et ensuite de garder ce titre en portefeuille. Si l'on fait cela, le trading à haute fréquence est un peu gênant et désagréable, mais n'est pas majeur. En revanche, plus vous agissez à court terme, plus vous êtes défavorisé par rapport à des gens
qui ont des techniques et des machines qui sont très supérieures aux vôtres. Et donc, moi, je pense que tout ce qui doit être fait pour décourager ces techniques, sous réserve de ne pas nuire à la place, doit être fait. Là encore, il faut que je me mette à niveau, parce que le trading à haute fréquence était un mot, par exemple, qu'on n'employait pas lorsque j'étais secrétaire général de l'AMF. Pas du tout parce que je le récusais, mais ce n'était pas encore employé. Donc ça montre que c'est en 3 ans, ça a pris une expansion extraordinaire. Donc je vais réétudier cette question si j'ai la confiance de vous-même et de vos collègues. Sur les marchés de CO2 et les marchés de matières premières, moi, j'irais assez dans le sens que j'ai cru deviner de votre part, Monsieur le Président, c'est-à-dire, et Monsieur le rapporteur général aussi d'ailleurs, nous avons une expérience des marchés assez importante. C'est vrai qu'on n'a pas eu historiquement des positions très fortes sur les marchés de matières premières, qui sont plutôt une invention américaine ou ensuite une conquête londonienne, mais on a quand même de solides connaissances de ce qu'est un marché. Et on a intérêt à considérer ces produits comme des marchés financiers et à leur appliquer les règles qui sont adaptées pour des marchés financiers. Et donc je crois qu'il faut aller dans ce sens-là si on veut éviter les situations d'abus, de cornérisation, de conquête du marché ou le risque d'interruption d'un marché parce que des opérateurs ne peuvent plus dénouer leurs opérations. Alors est-ce qu'on a la capacité, comme vous semblez le souhaiter, de reconquérir des positions sur des marchés de grandes denrées de matières premières? On parle beaucoup en ce moment des aléas du marché des céréales, qui est un marché international. C'est vrai qu'on peut regretter qu'on ne soit pas plus fort dans ce domaine. Je ne suis pas sûr qu'on ait une capacité de conquête extraordinaire. En tout cas, on peut y travailler. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je crois, j'ai tenu à peu près. Monsieur le médiateur. Je ne vais pas épuiser la matière, mais enfin, je vais vous donner quelques éléments. Alors, j'ai des demandes de parole de Vincent Delahaye et Jean Germain. Je vois également Roger Carucci qui se manifeste. Y a-t-il Jean-Paul et Maureen? Y a-t-il d'autres demandes de parole? Pas d'autres pour le moment? Alors, la parole est au sénateur de l'Essonne, maire de Massy, Vincent Delahaye. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le médiateur. Moi, je partage vos inquiétudes effectivement sur le marché en général et sur la confiance des épargnants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le marché et je pense que pour les faire revenir, il va y avoir beaucoup de travail. Alors, ceci étant dit, mes questions ont trait plutôt à la gestion interne de l'AMF et au rapport d'activité qu'on avait pu regarder il y a quelque temps en commission des finances. Et vous avez répondu en partie à la première question que j'avais sur les effectifs et sur l'évolution des frais de personnel de l'AMF. Parce que j'avais constaté qu'en 2011, ça a augmenté de 9%, que la rémunération moyenne, en tout cas le coût moyen d'un salarié de l'AMF était de 70 000 € pour 450 personnes. Est-ce que vous comptez quand même faire évoluer cette masse salariale et ces effectifs en fonction de l'activité ? Est-ce que vous avez des critères? Parce que s'il y a moins d'opérations sur le marché, ce qui me semble être le cas actuellement et qui pourrait durer un petit peu, moi je pense, est-ce que vous comptez réajuster un petit peu ces effectifs à la baisse? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est sur les fonds propres de l'AMF. J'ai vu qu'il y avait 55 millions d'euros de fonds propres et je me posais la question de savoir à quoi ils servaient, ces fonds propres. Est-ce que ce n'est pas des taxes qu'on a prélevées un peu indûment et qu'on a mis de côté? Et comme l'AMF n'est pas un opérateur de marché, voilà, et puis avec 55 millions, je pense qu'on serait vite bloqué en termes de montant. Je me pose des questions sur cette capitalisation qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis la dernière question, ça a lieu à la transparence. Dans le rapport d'activité, on avait la surveillance de la transparence des sociétés par rapport à la communication de la rémunération de leurs dirigeants. Et j'aimerais savoir si vous vous engagez à faire ce qui n'était pas dans ce rapport d'activité, c'est-à-dire donner des informations sur la rémunération des dirigeants de l'AMF, parce que je ne les ai pas trouvés, et sur leurs avantages, voilà, divers et variés. Non, j'ai bien cherché dans le rapport, mais c'est vrai qu'on l'a lu assez rapidement. Mais voilà, moi j'aimerais avoir des engagements de votre part sur cette transparence nécessaire pour tout le monde, puisqu'on la demande pour les sénateurs et pour les parlementaires en général. Et je souhaite que ça soit le cas pour tout le monde. Donc voilà, j'en profite de votre passage pour vous poser cette question qui n'est pas méchante du tout.
Merci à Monsieur Delahaye. La parole est à Jean Germain, sénateur maire de Tours. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question a trait pas directement au fonctionnement de l'autorité des marchés financiers, mais à la philosophie générale. Enfin, parce qu'on a une préoccupation quand même de financement à la fois des activités privées et des collectivités territoriales. Donc, dans votre exposé, on a bien ressenti la présentation des choses, mais je voudrais en être sûr. Donc, il y a un financement traditionnel, les banques, les assurances, avec des autorités de contrôle. Et puis, c'est développé depuis quelques années et de plus en plus rapidement ce qu'on appelle la finance de marché, c'est-à-dire des lieux où finalement des capitaux rencontrent ceux qui ont besoin de capitaux pour se développer, généralement des entreprises, mais aussi maintenant, parfois, sous la contrainte, des collectivités territoriales. Et donc, il y a des actifs qui s'échangent, qui peuvent être des actions, des obligations, voilà, et ça peut être un marché à court terme, à terme, etc. Bon. Et donc, vous nous avez parlé de Bâle III, en indiquant, tous ceux qui viennent devant nous le font d'ailleurs de plus en plus, en indiquant que la réglementation qui s'impose sur les banques et également sur les assurances va rendre leurs activités de plus en plus difficiles parce qu'ils auront besoin pour gérer ce qui est important dans l'économie capitaliste, donc le risque, ils auront besoin pour gérer ce risque finalement d'avoir des réserves, un certain nombre de règles prudentielles ou pas, qui font que finalement ces organisations prêtent de moins en moins finalement de capitaux, de moins en moins de capitaux, et donc on demande aux entreprises d'aller de plus en plus sur les marchés financiers. Et on nous a expliqué de nombreuses fois que on n'avait pas l'habitude en Europe et notamment en France, et peut-être aussi en Allemagne, mais que c'était très développé dans le reste du monde anglo-saxon. D'un autre côté, on nous annonce qu'il va falloir que le modèle de la banque universelle est terminé et qu'on va subdiviser finalement les activités des banques en deux. Mais j'arrive pas bien, peut-être suis-je le seul, mais il faut d'abord avouer finalement son ignorance. J'arrive pas bien à comprendre ce système qui vise de plus en plus donc à rendre difficile, pour des raisons diverses, mais une incurie, des risques inconsidérés à un certain moment, les prêts par les banques, où dans le même temps la BCE essaye de leur donner des liquidités à court terme pour qu'ils arrivent à faire des choses, mais ils ne peuvent plus le transformer finalement en crédit moyen ou long terme. On rend de plus en plus difficile aussi les placements des assurances pour diminuer les risques. On nous incite à aller sur le marché financier, donc on lui demande de se réguler de plus en plus. Et au fur et à mesure que la régulation est de plus en plus importante sur un certain nombre de secteurs, l'argent s'échange de plus en plus ailleurs. Et donc, au fur et à mesure qu'on nous demanderait une intégration en Europe de plus en plus importante, le marché des finances, finalement, s'éloignerait de plus en plus de nous. Alors, je veux dire, ça m'inquiète un peu. Je voulais savoir si vous partagiez une partie de cette inquiétude ou si c'était dû à un provincialisme exacerbé. Qui nous fait du bien, chers collègues, car les questions que vous posez sont tout à fait fondamentales et j'oserais dire que je souscris très largement à ce que vous avez dit, au paradoxe que vous avez exprimé. C'est bien un point fondamental que vous avez abordé. Alors, à présent, le ministre Roger Carucci. Je n'ai pas droit au sénateur des Hauts-de-Seine, moi. Non, mais monsieur le Président. Oui, moi, je serai très bref. Je voudrais dire à M. Ramex, ce n'est pas le sujet par définition, s'il en est là, si je puis dire, et s'il est là devant nous, c'est qu'au niveau à la fois des compétences, du parcours, il y a une espèce d'unanimité, bon, et c'est assez normal. En revanche, moi, je suis très sensible au fait que depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup de critiques sur l'AMF. Pas sur le fonctionnement interne, les moyens, bon, très bien, ça c'est normal,
le futur président de l'AMF devra s'en occuper. Mais pour un citoyen, pour un épargnant, et vous l'avez dit vous-même, l'inquiétude est là, l'absence de certitude ou en tout cas de garantie est permanent et pèse lourdement sur beaucoup de familles, sur beaucoup d'épargnants. Vous dites vous-même, les épargnants se détournent, les épargnants n'ont plus confiance, mais finalement, c'était le rôle de l'AMF de rassurer, de garantir, d'informer, de protéger. Et aujourd'hui, on se dit, bon bah, peut-être que l'AMF est surdouée sur des domaines techniques extrêmement performants, mais sur la protection des épargnants, sur l'information des épargnants, c'est pas terrible. Alors, en la matière, vous l'avez reconnu vous-même, qu'est-ce que, j'allais dire, vous pourriez avoir comme proposition, je ne vous demande pas de définir une politique complète de protection de l'épargnant, mais qu'est-ce qui vous a apparu comme manque, peut-être dans les années récentes, sur cette protection et cette information des épargnants pour les faire revenir à, sinon à meilleure fortune, en tout cas à meilleur sentiment. Deuxième élément, et là ce n'est pas une question, c'est une observation sur la place financière de Paris. En 2010, en liaison d'ailleurs avec Jean-Pierre Jouyet, nous avions fait un rapport pour essayer de voir comment on pouvait renforcer la place financière de Paris entre une espèce de cohésion entre Ville de Paris, Région Île-de-France, Association des banques, etc., etc. Ce rapport est sûrement très bien. La preuve, c'est que nous l'avons co-signé, donc il était par définition remarquable. Il est resté naturellement lettre morte. C'est-à-dire que toutes nos propositions de la fin 2010, je pense en juillet 2012, n'ont pas connu le début d'un iota de réalisation. Est-ce que quelque part, pas seulement l'AMF d'ailleurs, mais est-ce que quelque part l'ensemble des autorités financières, bancaires, des grandes entreprises installées à Paris n'ont pas acté le fait que c'est comme ça, il valait mieux passer par Londres, il valait mieux faire autre chose, mais est-ce qu'il y a encore une vraie volonté aujourd'hui de défendre la place financière de Paris? En effet. Alors, la parole est au président Jean-Paul Émorine. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, moi, une question très rapide. Je voulais poser à M. Ramex. Vous avez évoqué, M. Ramex, la taxe sur les transactions financières. Comment voyez-vous le rôle de l'AMF dans la mise en œuvre de cette taxe sur les transactions financières? Merci beaucoup. La parole, c'est le dernier orateur inscrit pour le moment, non? L'avant-dernier? Président Jean Arthuis. Merci, Monsieur le Président. Deux questions. Au moment où le contrôle prudentiel va s'européaniser, comment voyez-vous, Monsieur Ramex, le devenir de l'AMF au plan européen? D'abord, à l'échelon de la zone euro. Pensez-vous que nous soyons à la veille d'une forme de rapprochement entre les autorités de marché financier, et ceci pour tendre vers sans doute une plus grande efficacité? Deuxième question, le rapport d'activité de l'AMF est tout à fait intéressant. On est étonné de ne pas y trouver un rapport de certification de la sincérité des comptes de l'AMF. Alors, voulez-vous nous dire qui contrôle les comptes de l'AMF et qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'il soit fait mention d'une opinion attestant de la sincérité de ces comptes? Savoir qui contrôle les contrôleurs, n'est-ce pas? Qui se pose toujours. Président Charles Guéné. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, je voulais simplement et brièvement compléter peut-être l'interrogation de notre collègue Germain pour demander à Monsieur Ramex s'il ne pensait pas que la perte d'influence donc de la place de Paris dans le nouveau contexte Bâle III et de transformation de notre système de régulation ne tenait pas aussi d'une façon importante
au fait que nos amis anglo-saxons ont des fonds de pension beaucoup plus importants que nous, qui fonctionnons avec des systèmes de retraite par répartition. Merci beaucoup. Alors là, je crois, last but not least, Joël Bourdin, président de la délégation sénatoriale à la prospective, parmi d'autres choses. Merci, Monsieur le Président. Une simple petite question. L'AMF a, dans ses missions, le respect de la déontologie en matière financière et peut faire des observations, peut même aller plus loin que ça, puisqu'elle peut alerter les pouvoirs judiciaires. J'aimerais savoir s'il y a des réflexions dans le cadre de l'AMF sur le mode de fonctionnement et la composition d'ailleurs des comités de rémunération des sociétés cotées. Merci beaucoup, Joël Bourdin. Alors, Monsieur Ramex, je vais vous demander de bien vouloir rassembler vos réponses à ces différentes questions. Vous voyez que la Commission des finances du Sénat s'efforce d'entrer dans le détail des sujets, qu'elle va sur le fond des choses. C'est peut-être un peu différent d'une autre assemblée devant laquelle vous êtes allé tout récemment. Enfin bon, nous aimons bien affirmer un peu notre différence. Et voilà, donc à vous de faire un joli paquet avec toutes les réponses. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, beaucoup de questions. Sur l'ajustement des effectifs, quand je suis arrivé à la médiation du crédit, René Ricol avait rassemblé une équipe au niveau national de 40 personnes. Elle est aujourd'hui de moins de 20. Donc c'est pour vous dire que, à titre personnel, et c'est pas du tout parce qu'il y avait trop de monde, c'est parce que le nombre des dossiers de médiation a baissé. Donc j'ai baissé les effectifs en même temps, tout en ayant à cœur d'avoir des gens de grande qualité. Alors je ne dis pas que ce soit ce qu'il faut faire à l'AMF, parce que même si le marché n'est pas extrêmement actif en ce moment, le nombre des sujets abordés justifie le recrutement de pas mal de spécialistes. Mais enfin, personnellement, moi je ne pense pas qu'une institution est d'autant plus puissante qu'elle a un grand nombre de gens. Sur les fonds propres, il faut voir que l'AMF est financée par toute une série de prélèvements qui sont variables en fonction de l'état du marché. Et donc, il est assez logique qu'elle ait un fonds de roulement. En fait, ces fonds propres représentent ce fonds de roulement. Alors, bon, 55 millions, c'est relativement confortable, c'est pas excessif. Historiquement, ça vient du boom. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a eu un boom de marché, il y a eu un surcroît de recettes. Et dans les périodes de vache maigre, l'AMF reprend sur son fonds de roulement. Bon, il faut l'ajuster. Je dirais qu'il y a peut-être une petite marge de manœuvre, mais ce n'est pas énorme. Ces fonds sont placés d'ailleurs dans le circuit du Trésor. Sur la rémunération des dirigeants, et je ferai un paquet avec la dernière question qui m'a été posée par M. Bourdin. Donc, au départ, ce n'était pas une attribution centrale de l'AMF que la gouvernance d'entreprise. Elle s'en est occupée pourtant dès le temps de la COB, en essayant de pousser le patronat, les associations patronales, la FEP, le MEDEF, à prendre des textes. Ensuite, à la suite de l'éclatement de la bulle, il y a eu un travail législatif qui a été assez important. Donc, l'AMF a calé son action dans ce cadre-là. Alors, il est permis de penser que la transparence n'a pas eu tous les résultats escomptés, puisque ceux qui étaient en faveur de la transparence pensaient que ça entraînerait une certaine modération. Il a fallu attendre plusieurs années pour que le niveau des rémunérations soit publiquement critiqué pour parfois le caractère vraiment très très important de ces rémunérations. Je pense que le fait de donner peut-être davantage de responsabilité à l'Assemblée générale des actionnaires, de l'informer, voire de lui donner un pouvoir favorable au say on pay. Oui, moi je serais plutôt favorable, même si je n'ai pas réétudié ce sujet, ce n'était pas dans ma fonction à la médiation du crédit, mais je pense, si vous voulez, que dans une économie aussi agitée que celle qu'on connaît, les à-coups de rémunération, et en général dans le sens de la hausse des dirigeants, sont pas compris. Donc il faut que les actionnaires aient à cœur d'avoir une stratégie cohérente. Qu'une stratégie victorieuse rapporte beaucoup d'argent aux dirigeants, c'est normal. Lorsqu'il y a des difficultés, ce n'est pas forcément le moment d'augmenter sa rémunération de 15 ou 20%. Bon, c'est des choses de bon sens, mais apparemment, le bon sens n'est pas, contrairement à ce que disait Descartes, partagé en ce domaine-là. Sur la transparence à l'intérieur de l'AMF,
Je crois que la rémunération du président est fixée par mesure publiée au journal officiel. J'avoue que je ne pourrais pas vous dire de tête laquelle, ce qui implique ma naïveté d'ailleurs. Elle permet de vivre sans égaler celle des plus grands acteurs de la place. En tout cas, vous la trouvez au JO, on la mettra dans le rapport annuel. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis pour une politique plutôt généreuse de rémunération. Pas pour le président, hein, il faut laisser les autorités en débattre, mais pour l'ensemble des cadres, pour deux raisons. D'abord, il faut des gens compétents, et deuxièmement, il faut être à l'abri des tentations. Si vous voulez faire un travail de très grande qualité par des gens qui sont en face de gens qui sont très très bien payés, il vaut mieux que, peut-être pas les payer autant parce qu'on n'y arrive pas, mais avoir quelque chose de correct. Sinon, vous avez des gens qui sont frustrés et au total pas compétents, ou alors qui viennent chez vous uniquement pour apprendre la technique et qui partent juste après. Donc je pense que ce n'est pas une très bonne économie. Donc le chiffre de rémunération moyenne, là, je ne l'avais pas en tête, mais il me choque pas en tant que tel. Sur le mode de fonctionnement des comités de rémunération, je pense qu'il pourrait être amélioré. On a vu dans quelques affaires que les comités de rémunération, quand vraiment ils étaient mis sur la sellette, finissaient par faire le travail. Mais quand ça reste entre amis, parfois ce sont les mêmes membres qui sont. Il y a des participations croisées et donc ça facilite l'échelle de perroquet. Donc je pense on pourrait améliorer les règles. Pour l'instant, à ma connaissance, si vous voulez, il n'y a pas de règle fondamentale à part la présence d'administrateurs indépendants. Je pense qu'on pourrait progresser là-dessus, hein, pour être franc. Sur les fonds de pension, bon, c'est un très vaste sujet. Hein. En France, on a quand même 1200 milliards qui sont dans l'assurance vie. Alors, c'est quelque chose qui est un peu un substitut aux fonds de pension en France. Alors, malheureusement, ce ne sont pas des fonds de pension. Donc, d'abord, ils sont assujettis à des règles différentes. Les règles de la directive Solvency 2, Solvabilité 2, ne sont pas applicables aux fonds de pension, alors qu'ils sont applicables aux compagnies d'assurance lorsqu'elles gèrent des actifs d'assurance vie, y compris des contrats en euros. Donc ça défavorise, toutes choses égales par ailleurs, l'investissement en actions. Et c'est un financement qui est moins long que celui des fonds de pension. Donc c'est vrai que dans un monde idéal, on pourrait souhaiter avoir des fonds de pension. Mais alors transformer pour partie nos assurances vie en fonds de pension, ce n'est pas évident. En revanche, je tiens à vous signaler que et je pense que tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur, y ont contribué. On a donné naissance à une épargne salariale qui, sans être à la hauteur être à la hauteur des fonds de pension américains ou anglais, commence à rassembler plusieurs dizaines de milliards d'euros qui, eux, sont beaucoup investis en actions. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, je pense. C'est un problème à traiter dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure sur les financements plus longs, puisque les fonds de pension sont des fonds qui sont exposés, si vous voulez, à une durée longue. Ça ne veut pas dire que la technique des fonds de pension soit idéale. Si vous voulez, quand vous avez des fonds de pension qui gardent des taux d'actualisation très très élevés alors que les rendements sur le marché baissent, eh bien, ils peuvent eux-mêmes, dans leur gestion, rencontrer des difficultés très très importantes. Alors, sinon, les questions de M. Germain sont très pertinentes en réalité. Malgré sa modestie. Alors, les collectivités territoriales. D'abord, il faut qu'elles se comportent comme des gestionnaires normalement prudents. Et j'avoue qu'avoir réussi à vendre à des responsables financiers de collectivités locales, à l'occasion de prêts, des swaps sur le yen ou sur le dollar, c'était quand même singulièrement étrange. Et c'était abusif. Alors je pense qu'il y a faute des deux, c'est-à-dire que, sincèrement, je pense qu'il y a faute de celui qui a pris le contrat, parce qu'il suffisait de lire et de voir qu'on échangeait un taux d'intérêt faible à court terme, mais avec un risque énorme sur le swap. Et ça, il n'y avait pas besoin d'être agrégé de finances pour le comprendre. Et deuxièmement, pour les équipes bancaires qui se sont amusées à cette commercialisation, c'est vraiment très très critiquable, même si je n'ai pas fait d'enquête là pour le coup, puisque c'est arrivé un peu après mon départ. Alors maintenant, il faut éponger les pots cassés. Vous êtes certainement plus compétent que moi sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même très très difficile pour certaines collectivités territoriales. Alors, sur la régulation, si vous voulez, dans le domaine bancaire, alors je ne prétendrai pas me substituer à Christian Noyer. Hein. C'est vrai que
plus on régule une partie du domaine, plus les opérateurs audacieux ou peu scrupuleux essayent de déplacer leurs opérations vers les zones d'ombre. Alors, je n'ai pas la martingale totale, hein. Je pense que le fait d'isoler la partie banque de détail et la partie banque de marché ne répond pas à toutes les questions, mais va plutôt dans le bon sens. Ça va rassurer vous et moi qui avons notre compte de base dans une banque. On se dira qu'on est à l'abri d'opérations fantaisistes en banque de marché. Bon, néanmoins, on voit bien que l'expérience de la crise montre que des banques de détail ont fait des bêtises suffisantes à elles toutes seules sans être banque de marché, que des banques de marché pures, on peut aller dans le mur aussi. Donc ça ne servira pas à tout régler. Bon, ça peut donner une certaine assurance. Quant aux opérations hors marché, qu'on appelle dans le langage moderne le shadow banking, c'est vrai qu'il faut arriver à le réguler d'une certaine façon. Moi, je suis, sans être un grand spécialiste, je pense que fondamentalement, sur tous ces sujets de paradis fiscaux, de hedge funds, d'opérations hors marché, c'est en régulant correctement les banques qu'on les régule. Parce que quand vous avez un hedge fund qui fonctionne ou des opérations de shadow banking massives, elles ont leur contrepartie dans des prêts qui sont faits par des banques new-yorkaises, londoniennes, voire françaises. Donc, il y a une certaine hypocrisie dans ce domaine-là. Et donc, si on veut vraiment, si vous voulez, que les choses soient plus transparentes, il faut arriver à discipliner un peu plus ces banques. Et autant je trouve que Bâle III, si vous voulez, est sans doute, et surtout sous la pression des marchés, va être une contrainte forte, autant sur ce point-là, je pense qu'il y a peut-être encore des trous dans la raquette, comme on dit familièrement. Voilà ce que m'inspire votre question. Alors, les critiques sur l'AMF. Bon, effectivement, il y a toujours eu des critiques sur le régulateur. Alors, elles sont, moi je les ai intériorisées depuis longtemps, elles sont souvent difficiles à subir lorsqu'on voit que, si vous voulez, elles sont parfois adressées par des gens qui n'ont pas conscience de ce que peut faire le régulateur et de ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, parfois, le régulateur fait des erreurs. Je pourrais vous en citer énormément. Et bien sûr, il n'est pas infaillible. Mais il y a des fois où, si vous voulez, il ne peut rien. Moi, j'ai par exemple des souvenirs. Pendant la bulle, moi, je voyais passer des dossiers à l'introduction en bourse qui étaient extraordinaires. J'avais envie de les bloquer. Je ne pouvais pas juridiquement. Tout ce qu'on pouvait, c'était faire une note d'avertissement. Donc on avertissait en disant à l'épargnant de faire attention en investissant sur ce titre parce que c'était une entreprise Internet qui avait pas de business model, comme on dit, fiable et une valeur très très grande proposée par rapport à la réalité. Les épargnants achetaient quand même, et j'en ai qui nous ont écrit après. Pourquoi? Parce que tout le monde leur disait que ça allait augmenter de 15% dans les 10 jours. Donc ils y allaient. Et leur régulateur, là, ne pouvait rien. De la même façon, si vous voulez, les décisions, la crise financière est pour partie liée à l'afflux de liquidités qui vient de la politique qu'Alan Greenspan a menée il y a une dizaine d'années. Ça a eu des répercussions sur les marchés, mais la capacité de l'AMF, si vous voulez, à contrer une opération aussi vaste que celle des subprimes était extrêmement difficile. Donc, à la fois, je partage complètement votre sentiment, et c'est une des raisons pour moi de revenir un peu. Parce que quand je suis parti, je pensais qu'on avait fait des avancées multiples sur beaucoup de terrains, mais que fondamentalement, parce qu'on était déjà en pleine crise, on n'avait pas assumé complètement notre mission de protection. Alors, je ne vous jure pas que je suis beaucoup mieux armé contre tout mouvement de marché. Simplement, je pense qu'on a progressé en mon absence beaucoup sur la commercialisation. J'ai parlé avec les équipes, j'ai parlé avec Jean-Pierre Jouyet. Il y a une direction de la commercialisation des produits financiers. On peut progresser sur la manière dont les produits sont présentés à l'épargnant. Mais quand il y a des phases d'engouement ou des phases de dépression, les comportements collectifs l'emportent souvent et il est difficile pour le régulateur de faire face à la marée. Moi, j'ai gardé une leçon, parce que nous avions, chez nous, nous avions une équipe très brillante qui avait prévu un petit peu la crise des subprimes. Et on avait eu un séminaire collège et on a fait une publication
Malheureusement, elle était un peu technique et elle est restée dans notre revue. Elle a été peu relayée par la grande presse. Mais on avait noté noir sur blanc que les agences de notation avaient une évolution très importante dans la répartition de leur chiffre d'affaires et qu'elles notaient des produits structurés que nous ne connaissions pas bien aux États-Unis dans des proportions très importantes. Et si on avait eu des économistes ou des journalistes qui s'étaient positionnés davantage là-dessus, on aurait sans doute pu avoir des gérants professionnels qui se précipitent moins pour acheter du triple A qui n'en était pas. Donc, à la fois, vous avez raison. Je pense que je suis pas trop mal. Je partage votre sentiment. J'en ai gardé le sentiment qu'il fallait, quand on notait quelque chose comme ça, parler haut et fort, tout en sachant quand même qu'on n'est pas toujours entendu parce qu'il y a un court-termisme terrible dans le monde de la finance. Voilà sur l'AMF. Sur la place financière de Paris, j'ai déjà parlé, donc je ne veux pas trop revenir là-dessus. Je pense qu'il faut avoir une discussion entre Bercy et les grandes banques. Les grandes banques sont très puissantes en France. Elles sont en ce moment en train de faire une mutation très grande du fait de Bâle III. Le sujet place de Paris est pour elles un peu second. Et ce n'est pas le cas à Londres. Donc je pense qu'on peut reprendre la main sur certains points. On a encore une fois des points forts en matière de gestion, il faut les utiliser. Sur le rôle de l'AMF en matière de taxes sur les transactions financières, sincèrement, je pense que c'est essentiellement un sujet législatif. On peut répondre aux questions, donner des éclairages techniques, mais au bout d'un moment, il y a une responsabilité politique et il y a une question de négociation internationale. Ce n'est pas à l'AMF ni de faire le texte, ni de l'appliquer. Bien sûr, si on voit des fraudes, on les notera. Très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse véritablement de la part de M. Arthuis, qui est orfèvre en ce domaine. On va vers une européanisation du contrôle bancaire. Ça va prendre un certain temps parce que c'est quand même difficile. Je pense qu'on ira un jour vers une européanisation du contrôle des marchés. Mais ça mettra encore plus longtemps. D'abord parce que les Anglais y sont farouchement opposés. Deuxièmement parce que vous avez des adhérences avec le droit des sociétés qui sont très très importantes. Et j'ai moi-même, je m'intéresse beaucoup au droit boursier. Je l'ai enseigné à Dauphine et à Sciences Po. On passe insensiblement du droit boursier au droit des sociétés. Et quand vous allez en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg, en Italie, les traditions de droit des sociétés ne sont pas les mêmes. Donc quand on veut unifier la régulation, on tombe assez facilement, dès qu'on parle de droit des OPA, de gouvernance d'entreprise, on tombe sur des sujets qui ne sont pas très faciles. Mais globalement, ça serait mieux de s'organiser. Et une de mes priorités, sincèrement, je l'ai dit dans mon introduction, mais vous n'étiez peut-être pas là, c'est d'être le plus actif possible au sein de l'ESMA. Parce que l'AMF a été, et la COB, à l'origine de l'ESMA, et pour des raisons peut-être un peu de balancier, d'autres pays que nous ont repris le rôle le leadership. Et je pense, sans vouloir être leader, qu'on doit être important là-dedans et jouer un rôle sur ce terrain-là. Sur le contrôle des comptes de l'AMF, la Cour des comptes contrôle l'AMF et elle a fait plusieurs rapports. Je ne suis pas très inquiet. Je pense que ça n'interdit pas d'avoir un commissaire aux comptes. On pourrait l'avoir, ce serait pas mal. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de sujets comptables. J'ai rencontré dans le passé une grave difficulté que j'avais expliquée au collège. Pendant un moment, on a été très défaillant sur l'encaissement des recettes. Au moment de la bulle, on était tellement pris par les opérations elles-mêmes que l'assiette et le paiement ne s'étaient pas bien faits. On a repris la main, mais ça date déjà d'il y a 7-8 ans. Si on avait eu un commissaire aux comptes, il nous aurait peut-être fait remarquer que nos procédures d'assiette des recettes n'étaient pas correctes. Là, c'est moi en tant que secrétaire général, d'abord qui avait laissé faire, j'avais eu tort, et qui a ensuite repris la main. Mais ça, c'est derrière nous et la Cour des comptes l'a vérifié. Pour le reste, je pense qu'on peut réfléchir à votre suggestion. Alors, est-ce que j'ai répondu à tout? Si vous le permettez, je pense que la Cour des comptes fait un travail de commissaire aux comptes. Et donc, si elle voulait bien examiner chaque année vos comptes, rien ne l'empêcherait d'exprimer une opinion qui serait publiée dans votre rapport. Oui. Ceci pour éviter des frais supplémentaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Cour a plus fait un rapport sur la régulation financière. Elle a bien entendu vérifié les opérations comptables, mais elle a eu une optique plus large.
Et elle n'a pas, à ma connaissance, mais j'étais déjà parti, je ne pense pas qu'elle est réellement certifiée. Je pourrais peut-être voir ça avec eux. Ça me paraîtrait une bonne idée, sincèrement. Et ça serait à faire dans toutes les AI à ce moment-là. Merci beaucoup, Monsieur Ramex. Vous avez répondu, je crois, de manière très intéressante, en fendant un peu la cuirasse à certains moments, notamment la question sur l'AMF, les responsabilités de l'AMF, et je crois que vous nous apportez tous les éléments nécessaires pour que nous réfléchissions bien sur le chemin de la salle habituelle de nos séances avant d'émettre un vote. Voilà. Merci infiniment de votre présence et de ce que vous nous avez dit. Vous venez de suivre l'audition de Gérard Ramex. Pour voir les travaux du Sénat, notre site internet publicsénat.fr. À très bientôt.